Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cet épisode 73 de Ciné Rédemption. Ce spécial Saint-Valentin, c'est la fin de semaine des amoureux et des amoureuses. J'en profite pour saluer ma copine qui nous regarde. J'espère qu'elle nous regarde. Non, je pense bien qu'elle nous regarde. Bonsoir. À plus tard. Bienvenue à ce spécial Saint-Valentin de Ciné Rédemption, épisode 73. C'est le fun. J'ai donné une twist, le fun, cette année à mon épisode. Je suis assez content de ma sélection de 3 films. On est dans les 3 cas, dans les films qui ont besoin d'une rédemption, à mon avis. Soit parce que les gens ont aucune idée de c'est quoi, soit parce que c'est largement, comment dire, c'est vu comme tu sais, c'est le fun ce film-là, alors que c'est très bon, ou c'est largement sous-estimé. Donc j'ai fait une bonne sélection. Je suis vraiment dans mon thème d'émission de Ciné Rédemption, parce qu'on vous rappelle c'est quoi Ciné Rédemption? C'est quand même une tentative charitable là, que je passe avec vous chaque vendredi soir sur la chaîne Tout Ce Qui TV comment dire, de vous parler positivement de cinéma, de vous partager ma passion, de parler de pourquoi j'aime les films, plutôt de parler de ce que j'haïs dans les films, ce que je comprends pas trop, comme pourquoi c'est ce qu'on retrouve majoritairement dans la sphère Internet. Moi, je préfère en parler positivement. J'essaie de vous faire des propositions, de vous faire découvrir des affaires, de vous faire redécouvrir des affaires, de mettre en lumière des films, justement, qui sont sous-évalués à mon avis, mal jugés, trop sévèrement critiqués, pas assez connus, trop underground, en train de disparaître de l'esprit ou de l'espace public parce que le temps passe puis le temps fait son œuvre. Donc, j'essaie de faire une œuvre charitable pour parler, remettre en lumière des cinémas, des films, le cinéma que j'apprécie et que j'écoute depuis ma tendre enfance. Et je fais ça le vendredi soir sur Tout Ce Qui TV, la chaîne Twitch, à 18h. Et dans le fond, on remercie les Tout Ce Kinéphiles qui sont déjà là en grand nombre. Je vais prendre le temps de saluer les gens. Moi aussi, je vais faire ça. Donc, Rooster PFFK est là. Madame Allard est là. J'ai vu que JC, l'incroyable JC que je salue, était là de Stuco et Préfini. Je vois qu'il y a Frenchy Mini, Nico Tremblay. Je vois Bob Gratton, Code 9, Gingery Fox, Lulu Bleu, salut, Palex Sun 94, PICQC, j'imagine. Salut. Raccoon 1964 et Seb Lavoie 73. Je vois pas tout le monde, mais bref, bienvenue à Ciné Rédemption. Mais si vous pouvez pas être là le vendredi soir, comme tous les gens que je viens de nommer sur Twitch, vous pouvez nous écouter en rattrapage. D'abord sur patreon.com / Tout Ce Qui TV, pardon, ça faisait longtemps que je l'avais pas raté, celle-là. On vous rappelle qu'il y a des moments exclusifs, si vous écoutez ça en direct ou en reprise sur Patreon. C'est-à-dire, on passe ce qui est, à mon avis, la scène la plus iconique ou la plus importante de chaque film que je présente. Là, c'est très subjectif comme sélection, mais on la passe à la fin de chaque review que je fais de film. Donc, ça, c'est encore disponible quand vous l'écoutez en rattrapage sur patreon.com. Par contre, pour des raisons de droit d'auteur et puis ou que c'est pas si le fun à écouter ça en audio. Quand le podcast se retrouve en audio sur Spotify, Apple Podcasts ou toutes les bonnes plateformes podcast dans les journées qui suivent, à ce moment-là, il n'y a plus cet extrait de film-là. Donc, c'est réservé aux gens qui sont membres Patreon ou les gens qui nous écoutent sur Twitch. Et éventuellement, à peu près 2 fois par année, ça va même se retrouver sur la chaîne YouTube de Tout Ce Qui TV, l'intégralité des épisodes maintenant, puisqu'on enlève les scènes. Les seules raisons pour lesquelles il y avait certains de nos épisodes qui ne pouvaient pas se retrouver sur YouTube, c'était ça. Donc maintenant, l'ensemble de nos épisodes se retrouve là-dessus. On vous rappelle, puis on fait appel à votre incroyable solidarité et participation. Si vous voulez nous aider à faire connaître le contenu de Tout Ce Qui TV,
plus en particulier Ciné Rédemption, si vraiment c'est votre formule préférée de la grille horaire, ben simplement parlez-en à votre entourage, glissez un mot. Hey, tu connais-tu ça? Connais-tu cette chaîne-là? Tu as déjà écouté tel podcast? Partagez les publications sur les différents réseaux sociaux de l'ensemble de la chaîne, parce que l'ensemble des shows sont super intéressants. Puis si vraiment là, vous voulez faire l'œuvre incroyable d'aller nous faire une review sur Apple Podcast en nous donnant 5 étoiles pour qu'on soit proposé plus souvent par l'algorithme. C'est toutes des façons de participer, de nous donner un franc coup de main pour faire connaître nos émissions, faire progresser la chaîne et nous encourager à faire toujours du meilleur contenu. Bref, on vous remercie beaucoup à la communauté des Touski-néphiles et de la Touski Nation en général parce que vous êtes une superbe communauté qui nous a aidés incroyablement à faire rayonner notre petite proposition de contenu qui est toujours de plus en plus grande. Donc, on vous remercie vraiment de faire ça. Rapidement, avant de commencer, j'ai une suggestion à faire parce que j'ai l'impression que ça va un peu passer sous le radar, mais il y a un film, je dirais que c'est un thriller d'horreur, c'est pas très horreur, mais c'est surtout le retour de Sam Raimi à la réalisation de films qui sont cotés R, donc tu sais vraiment, il faut avoir 18 ans et plus pour aller voir ça. C'est le film Send Help qui est en ce moment au cinéma que je suis allé voir la semaine dernière. C'est très, très, très bon. C'est un retour à la forme pour Sam Raimi. Donc, pour ceux qui aiment le Sam Raimi d'antan, le Sam Raimi d'origine, le Sam Raimi qui fait des films un peu grotesques avec des personnages qui sont des anti-héros où on ne sait plus trop à travers le film pour qui on prend, puis que des fois, on a des problèmes éthiques à prendre pour la personne qu'on prend, mais on prend pour elle quand même. C'est vraiment un super, super film. Là. C'est un excellent divertissement. C'est super bien tourné. Les images sont incroyables dans ce film-là. Il y a la cinématographie. On voit vraiment que c'est devenu un réalisateur mature, Sam Raimi. Donc, puis il est capable de revenir dans ses termes. Il est capable de revenir à sa forme, mais avec maintenant une technique puis des moyens qui sont à la hauteur de son talent. Donc, c'est vraiment un plaisir d'aller voir des films de Sam Raimi. J'aime beaucoup ce réalisateur-là. Puis il y en a en ce moment au cinéma qui n'est pas un film de super-héros, de Marvel ou etc. C'est du bon vieux Sam Raimi. Donc, un retour à la forme. Send Help, je vous recommande ça. C'est un peu comme, pour ceux qui connaissent le film 9 to 5, c'est un peu comme ça, mais en version hardcore. Donc, bref... je vous recommande fortement d'aller voir ça. C'est ça que je suis allé voir dans la dernière semaine au cinéma. Sinon, demain, c'est complètement autre chose que mon podcast. Mais si vous pensez à moi, autour de 2h30, je vais être en train de me batailler dans une compétition de Jiu-Jitsu. Ceux qui me connaissent savent que je pratique depuis 11 ans maintenant le Jiu-Jitsu brésilien. Je l'enseigne. Et demain, je vais aller mettre à l'épreuve mes connaissances et mes capacités. J'ai accepté de participer à une compétition. Donc, je suis fébrile, je suis excité. J'espère que je ne vais pas me blesser. En tout cas, bref, j'espère que ça va bien se passer. Non, mais franchement, je pense que ça va bien aller. Je suis prête, je suis en forme. J'ai mis beaucoup de temps là-dessus dans les dernières semaines. Donc, je pense que je vais bien performer. Je suis en confiance. Puis, comme je disais ce matin à Martin, m'en va pas là pour parler. Donc, vous penserez à moi demain après-midi. Si ça vous dit, je vais me chamailler dans une arène tel un pugiliste dans des combats. Et nous aussi, en Jiu-Jitsu, on sait comment tomber la pointe-dessus, Martin. Donc, voilà. Hein, ce soir... Oui, vas-y, Martin. Ah oui, c'est vrai, merci. Avant que j'oublie, le 28 février, ça c'est bientôt, hein? C'est dans 2 fins de semaine. On vous rappelle que le samedi 28 février à 13h, c'est le deuxième épisode, la deuxième édition de Ça va faire. C'est Ciné Rédemption, Ça va faire. Donc ça va faire, on s'assoit ensemble et on écoute un autre grand classique du cinéma. On va écouter The Good, The Bad and The Ugly. Donc ça va commencer à 13h. Vous dire à quel point ce film-là est grandiose pour moi, ça serait, ça me prendra un épisode au complet. Je vais prendre le temps de vous le présenter comme il faut cette journée-là. Je vous rappelle que pour moi, là, dans The Good, The Bad and The Ugly, il y a la meilleure séquence de l'histoire du cinéma. Il y a la meilleure scène de l'histoire du cinéma. C'est le moment le plus parfait, le plus épique, le plus accompli. C'est du génie sur caméra.
C'est dans ce film-là que ça se passe. C'est ma scène numéro 1 de tous les temps. Si jamais vous voulez aller voir c'est quoi mes meilleures scènes de tous les temps, on a fait il y a 1 an et demi un épisode dédié à ça avec mon ancien comparse Dominique qui faisait l'émission avec moi au début. Moi, mon numéro 1, ma scène numéro 1 de tous les temps, mon moment cinématographique de tous les temps, c'est dans The Good, The Bad and The Ugly. The Good, The Bad and The Ugly, c'est un des 5 meilleurs films que j'ai vus dans ma vie. Donc, c'est un incontournable pour les gens qui n'auraient jamais vu ça. Profitez-en. Venez écouter ça avec nous, ça va être vraiment super intéressant. Pour les gens qui l'ont déjà vu, il n'y a pas vraiment de mauvaise raison. Il n'y a pas vraiment de mauvaise raison de réécouter The Good, The Bad and The Ugly. Donc, je vous invite à venir partager votre sachoir sur le sujet si vous en avez. On va discuter dans le chat, on va faire un retour à la fin, on va prendre le temps de prendre vos commentaires, voir comment vous avez apprécié ça. La dernière fois, on était une belle gang pour The Great Escape. Bref, on vous attend le 28 février. Ça va être extraordinaire comme moment. Donc voilà, on commence ma soirée de ce soir. Donc c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. De manière très cliché pour un garçon, hein, pour quelqu'un qui est un garçon, je ne suis pas je dis souvent que je suis un fan de cinéma de genre, mais disons que le genre romance, comédie romantique n'est pas celui que je préfère dans l'univers du cinéma. Par contre, je deviens tellement un grand cinéphile en vieillissant que j'apprécie de plus en plus ça, en fait. Tu sais, j'ai déjà eu ma période de jeunesse là, où c'est comme un non presque catégorique, je n'en écoute pas, etc., etc. L'an dernier, j'ai une de mes amies, Élise, qui organise un marathon de films avec une thématique dans le temps des fêtes chez elle à chaque année. Bon, vous allez me dire un autre, Max, oui. Elle faisait un marathon de films d'amour, puis elle m'a demandé de faire des suggestions, puis j'étais un peu mal pris. Là. Habituellement, j'ai plein de suggestions, là, j'en avais moins. Mais on a réécouté certaines comédies romantiques qui sont réputées comme étant les meilleurs de tous les temps. Tu sais, on avait réécouté Dirty Dancing, on avait réécouté Pretty Woman. Puis c'est notamment en écoutant Pretty Woman que j'ai tellement trouvé bon, puis que j'ai tellement ri. Je me souviens que j'avais aimé ça même jeune, mais j'avais jamais révisité ça parce que j'aime pas les comédies romantiques. Mais j'ai dit, c'est tellement niaiseux de pas avoir écouté plus souvent ce film-là. C'est tellement un film d'une grande qualité, avec des bons textes, qui est bien joué. Comme quoi, même si j'aime pas la formule, même si de manière générale, les films de romance, c'est pas ma tasse de thé, quand c'est bien fait, un bon film, c'est bon. Peu importe son genre. Je me découvre une appréciation dans les dernières années pour les comédies musicales qui a été un genre que j'ai jamais aimé non plus. Donc, voilà. Mais de tous les temps, s'il y avait une sorte de film de romance qu'évidemment j'appréciais, c'était ce que j'appelle les films de romance et d'aventure. Hein. De tous les temps, ça a comme un peu existé, cette espèce de... Bon, c'est une formule qui reprend beaucoup l'archétype de la demoiselle en détresse. J'ai pas choisi des films dans lesquels cet archétype-là est complètement respecté. Hein. J'ai pris des films... des années 80, il y en a un aussi de 2016, donc dans lequel l'évolution dans les archétypes au cinéma, puis l'avancement des idées générales, puis un peu la progression de comment on plaçait les femmes dans les œuvres de fiction, même bien que ça soit pas parfait encore à l'époque, puis c'est pas parfait aujourd'hui. Mais il y avait une nette amélioration avec les serials des années 40, les films des années 50. Donc, on plaçait des femmes des personnages féminins qui peut-être au départ sont pas les plus débrouillardes, mais qui rapidement par leur fougue, leur intelligence, prennent leur place dans le film et sont des personnages marquants. Je préférais proposer ça que de tomber dans le pur cliché de la demoiselle en détresse. Mais il y a un peu de ça, on va quand même le reconnaître. Je vais faire mon disclaimer. Il y a un peu de ça dans certains de ces films-là. Mais je pense que c'est fait de manière correcte puis que les personnages féminins dans ces films-là sont des personnages intéressants qui ont une évolution qui est positive puis qui ont un impact
puis une nécessité dans le film qui dépasse la simple demoiselle en détresse. Puis c'était important pour moi dans cette sélection-là. Mais les films de romance et d'aventure, étant donné que j'adore les films d'aventure, c'est des films que j'ai tout le temps aimés. C'est des films que j'ai aimés très jeune. Il y en a 2 là-dedans que j'ai vus très jeune et que j'écoutais assez régulièrement plus jeune, surtout le premier dont on va parler, d'ailleurs qui a inspiré l'incroyable affiche dont Martin est l'auteur, et en fait Martin est l'AI, j'imagine, mais ça donne quand même un résultat. En tout cas, il m'a dit « t'es pas prête pour l'affiche ». Faire ça de l'AI, la police! OK. Mais il m'a dit « t'es pas prête pour l'affiche », il me l'a envoyé, puis effectivement, j'étais pas prête. C'est tout un résultat. Mais je me trouve... Je sais pas, je me trouve le fun sur cette affiche-là. Commentez dans le chat si vous me trouvez le fun sur cette affiche-là. Mais bref, le premier film dont on va se parler soirée, l'œuvre avec laquelle on va commencer la soirée, c'est le film Crocodile Dundee, un film qui est sorti en 1986. Un film qui, à mon avis, je sais pas... J'ai l'impression que c'est encore connu. C'est peut-être un film qui des jeunes générations connaissent moins ça, mais c'est quand même un film qui a encore une certaine notoriété. Mais je pense que c'est un film qui est sous-estimé. Pas que c'est considéré comme étant mauvais. On va parler d'un film qui est considéré comme étant mauvais puis que je comprends pas. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un film qui est une grande qualité. On va en parler plus tard ce soir. Mais c'est considéré comme un film, tu sais, très léger, là, tu sais, puis... mais moi, je pense que c'est un film d'une grande qualité. Tu sais, un film... À contrario avec le deuxième opus, là, dont il sera pas question ce soir, Crocodile Dundee, où ça, c'est un film léger, le fun, que j'apprécie, mais un peu par plaisir coupable. Le premier Crocodile Dundee, à mon avis, à moi, c'est un film qui est vraiment intéressant. C'est un film qui est sorti en 1986, réalisé par Peter Feynman, écrit par Paul Hogan, qui tient le rôle... principal dans le film, le rôle de Mick Crocodile Dundee, dont on va parler. Mais il y a aussi dans ce film-là Linda Kozlowski, David Goupilly, John Malin, Richie Singer, Maggie Blinko, Steve Rackman. Qu'est-ce que ça raconte, Crocodile Dundee? Ça raconte, c'est autour d'une journaliste, Sue Charlton, qui a comme projet de se rendre en Australie pour interviewer puis participer à une espèce de mini-safari avec un guide, un chasseur de crocodiles de la brousse australienne. En Australie, on ne dit pas la jungle, on dit la brousse. Ça, on comprend ça dans ce film-là. Donc, et qui s'appelle Mick Crocodile Dundee, qui lui est réputé, il est comme une légende locale parce qu'il a survécu à une attaque de crocodile. Non seulement il a survécu à l'attaque, mais il a réussi à s'extirper des marais, excusez-moi si je fais une face bizarre, c'est parce que Hugo a laissé sa trace puis il est parti, puis ça dégage une odeur fascinante. C'est le retour de l'empereur canin et il nous a fait comprendre sa présence. En ce moment, on vit dans une drôle d'ambiance dans les studios de la Genitalia. Mais bref, c'est pas grave. On va continuer quand même. Mais bref, c'est ça. Donc, elle s'en va en Australie. Elle est capable de dégager un budget assez incroyable. Puis rapidement, là, c'est là que le cliché de la demoiselle en détresse est un peu établi autour de ce personnage-là. C'est un personnage qui est brillant, c'est une journaliste, elle a une vivacité d'esprit, un intérêt. Elle n'est pas tellement... Oui, là, elle va se retrouver en danger puis il va falloir qu'elle se fasse sauver, mais c'est pas ça principalement. C'est surtout qu'on comprend à travers le film qu'elle travaille dans ce journal-là à cause que son père est un riche de Wall Street qui soutient monétairement le journal. Elle a un lien amoureux avec le rédacteur en chef. C'est lui qui autorise les budgets un peu démesurés pour aller en Australie faire une interview. Ça fait pas l'affaire de tout le monde au journal. On comprend un peu le contexte dans lequel elle se retrouve.
Et là, bref, elle s'en va en Australie, puis elle rencontre ce personnage de Mick Dundee-là, qui est hyper macho, qui est hyper... comment je dirais? C'est vraiment pas un personnage qui est urbain. On comprend que... rapidement, on en comprend plus sur le personnage. Il a été élevé par les aborigènes. Donc, c'est un Australien blanc qui a été élevé par les aborigènes. Donc, il y a des coutumes, il y a des habitudes de vie qui sont pas classiques des Blancs, qui sont absolument pas basées sur les normes occidentales. Il y a un côté très séduisant, il est drôle, il est capable de se batailler dans les bars, il endure bien l'alcool. Donc, on est dans le gros cliché du action adventure movie des années 80 là, genre même c'est grossi. Je pense que ça fait partie un peu du gag parce que ça demeure une comédie romantique à mon avis, Crocodile Dundee. Bref, elle rencontre ce personnage là qui est un peu russe, qui est un peu limite très macho, désagréable en début de film. Et ils vont partir dans cette espèce d'excursion. Il va aller lui montrer comment il s'est fait attaquer, puis surtout lui faire visiter, raconter son histoire, puis un peu faire découvrir la brousse australienne. Et là, il va arriver une situation, là, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, donc que je ne vais pas décrire en détail, mais où Sue Charlton, qui est quand même assez courageuse, là, qui est pas vraiment pas... On parle pas du personnage de Willie Scott dans Indiana Jones et The Temple of Doom, là, pas du tout, mais elle va se retrouver dans une situation où sa vie va être en danger. Et c'est Crocodile Dundee, par son incroyable fougue et sa débrouillardise infinie dans la brousse et sa connaissance des dangers, qui va lui sauver la vie. Et il va y avoir une espèce de moment coup de foudre entre les deux personnages où, de toute évidence, malgré le fait qu'elle est engagée et bientôt fiancée, Sue Charlton va complètement tomber sous le charme de Mick Crocodile Dundee. Ils vont même consumer leur amour dans la brousse. On ne voit pas ce qui se passe, mais on s'imagine que c'était torride et que c'était tout à fait intense. Et elle va avoir... Et ça arrive... Et ça, c'est à peu près la moitié du film. L'autre moitié du film, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que Sue Charlton va avoir l'idée de dire à Mick Dundee, viens avec moi à New York, hein? Viens rencontrer l'Amérique, viens découvrir l'Amérique. On va faire la promotion de l'Arctique, puis même j'aurais peut-être des projets pour faire un livre sur ton histoire, etc., etc. Puis lui, parce qu'il est sous le charme, puis parce que c'est un mâle typique des films des années 80, il va accepter d'y aller. Puis là, il y a un peu un inversement des rôles qui sont faits au moment où il débarque dans la Concrete Jungle, hein, ce qu'on appelle la Concrete Jungle, c'est-à-dire les mégalopolis américaines. Et là, il comprend absolument pas les codes. Il y a vraiment beaucoup de bons gags sur le fait qu'il comprend pas les codes. Les meilleurs gags du film sont dans la partie où il se retrouve à New York parce qu'il est complètement déphasé avec ce qui sont les normes sociales. Il ne sait pas comment se comporter. À un moment donné, il trouve ça tellement impressionnant, il fait juste grimper après un poteau de téléphone pour voir jusqu'où la file de chars se rend parce qu'il n'a jamais vu autant de voitures au même endroit dans sa vie. Donc, il débarque un peu dans cette jungle-là. Et là-dedans, c'est lui qui est perdu. Puis c'est vraiment Sue Charlton qui devient, si vous voulez, son guide là-dedans. Son guide là-dedans. Puis là, leur romance va se développer encore plus. Puis là, le dilemme, c'est là où ce film-là, dans les trois que je présente, c'est celui qui est le plus fidèle au modèle de la comédie romantique. Il va avoir une espèce d'écueil à cette romance-là, un élément sous-jacent qui existait préalablement dans la vie d'un des deux personnages qui devrait normalement les empêcher d'être ensemble, hein, puis nous faire douter de ce que leur amour incroyable puis leur coup de foudre va pouvoir se réaliser enfin, parce que Sue Charlton est en relation avec, comme je disais, le rédacteur en chef du journal, puis il va la demander en mariage dans une espèce de souper mondain d'hyper riche de Wall Street, dont le père de Sue Charlton fait partie. C'est une espèce d'aristocrate de New York. Sur le coup, elle va accepter. Mais là, leur histoire et les péripéties vont continuer et il va venir un moment où Mick Dundee va comme accepter un peu la situation en bas. Parce qu'il y a beaucoup de flingue, ce personnage-là. C'est pas un personnage... Je dis que c'est un macho, oui, mais c'est un macho qui est très flegmatique. Donc, il n'est pas
extravagant, il parle pas fort, il fait pas de menaces, il est toujours un peu comme... c'est ça. Là, il est un peu suave, il fait il a un ton sarcastique, il sourit, il fait des jokes avec tout, il est hyper calme, il prend jamais les nerfs pour rien. C'est vraiment ça qui construit le personnage. Fait qu'à la fin, il fait juste prendre son sac de voyage puis dire « J'ai jamais vu ça, l'Amérique, je vais aller visiter ça ». Puis il va prendre le métro. Puis là, bien évidemment, nos deux personnages vont se retrouver dans une des... J'ai failli choisir ce moment-là pour vous présenter. J'ai presque des regrets là, à ce moment-ci. J'ai vraiment jonglé entre la finale de ce film-là qui, à mon avis, est une grande finale de film de romance. Mais finalement, j'ai choisi une autre scène. Mais grosso modo, ils vont finir par se retrouver là, à la station de train. Puis, en tout cas, je vous raconte pas exactement comment ça se place, là, mais comment ils vont finir par s'avouer leur amour puis se retrouver ensemble. C'est super beau, super touchant. Bref, une belle petite histoire classique de comédie romantique, mais qui est vraiment bien écrit, qui développe vraiment des excellents personnages, puis dans lesquels les blagues sont vraiment bonnes. À chaque fois que je réécoute Crocodile Dundee, je me dis tout le temps la même chose. My God que c'est bon. Mon Dieu que je devrais réécouter ça plus souvent. Premièrement, bon, outre l'histoire qui est bonne, c'est hyper bien réalisé ce film-là. Autant les scènes en Australie que les scènes à New York sont incroyablement bien réussies. La cinématographie de ce film-là est vraiment très forte. C'est les années 80 avec le grain des années 70, donc il y a une espèce de chaleur dans l'image tout le long du film qui donne un style au film extraordinaire. Par exemple, le beat, puis la musique, puis la trame sonore est tout à fait en phase avec ce qu'on écoutait, avec ce qu'on retrouvait dans les films de l'époque. Ça donne vraiment un look, puis une ambiance qui est particulière, puis dans laquelle, qui est particulièrement réussie, puis dans laquelle j'aime me retrouver à chaque fois que je revisite le film. C'est vraiment une excellente comédie. C'est une comédie dans laquelle les gags marchent très, très bien. Surtout les gags autour, comme je dis, du côté un peu sarcastique, flegmatique du personnage de Crocodile Dundee. Ses répliques, ses one-liners sont extraordinaires. C'est vraiment un personnage. Puis on voit que Paul Hogan, quand il a écrit ce scénario-là, il y avait toute cette mise en scène-là à faire. Fait intéressant sur le film, d'ailleurs, à propos de Paul Hogan, dans ce film-là en particulier, c'est que c'est son premier film. C'est son premier film à vie, puis il était fin quarantaine. Il était la quarantaine, mi-quarantaine là-dedans. Donc, c'est un acteur c'est quelqu'un qui est devenu un acteur. Il avait une espèce de carrière de comique, là, puis de entertainer en Australie avant, mais il faisait pas de cinéma, il faisait pas de théâtre, il jouait pas. C'était pas un comédien. Il est devenu un acteur, un comédien à travers ce film-là. Puis on voit quand même qu'il y avait un certain talent inné. C'est pas l'ensemble de sa cinématographie qui est grandiose, mais son premier film... On comprend pourquoi il y a eu d'autres rôles après. C'est parce que son premier film est exceptionnel. Puis ça a eu l'effet de faire de lui une vedette à Hollywood, une découverte après 86 assez importante. Une autre force de ce film-là, j'ai beaucoup parlé du personnage de Mick Dundee, mais c'est le personnage de Sue Charlton. Malgré le fait qu'elle est un peu mise dans le rôle de la demoiselle en détresse, elle a quand même un caractère qui lui est unique. Elle a d'incroyables qualités. C'est un personnage qui est brillant. C'est un personnage qui a une répartie extraordinaire. C'est une parfaite contrepartie à Mick Dundee, à mon avis. Le personnage est joué de manière hyper attachante. L'actrice Linda Kozlowski est superbe dans ce rôle-là. Vraiment, là, la dynamique entre les deux personnages est hyper attachante. On est incapable de pas rêver puis souhaiter qu'il se passe autre chose que ces deux-là terminent ensemble. Vraiment, là, c'est un film que je trouve qui est bon du début jusqu'à la fin, qui est une grande qualité. Puis c'est pas juste un film, à mon avis, qui est sympathique, le fun à écouter. C'est un film qui réussit dans le genre qu'il place. C'est un film qui a le potentiel. C'est un film qui a à la fois la formule, mais qui sort des grands clichés des comédies romantiques. C'est vraiment un exercice qui est vraiment bien réussi. Puis pour les gens qui n'auraient jamais encore vu
Crocodile Dundee. Ouais, aujourd'hui, il a 86 ans. C'est honorable quand même. Pour les gens qui n'auraient jamais vu Crocodile Dundee, je vous recommande fortement d'écouter ce film-là. Donc, évidemment, là, on va passer à notre moment exclusif de la chronique. La scène que j'ai choisie la scène la plus iconique de ce film-là, celle qui finit sur le one-liner le plus incroyable. C'est une scène qui est très courte. C'est une scène dans laquelle on saisit l'ambiance, le propos, le personnage, les deux personnages en question, la mise en scène. C'est une scène qui a été vue plein de fois. Encore, comme je vous dis, pour faire changement, j'aurais peut-être dû respecter mon premier choix de mettre la scène finale, mais je vais assumer le choix que j'ai fait. On va regarder la scène où on compare les couteaux. En cette période de la Saint-Valentin, je vous souhaite de vous trouver quelqu'un qui vous regarde comme Sue regarde Mick dans cette scène-là après l'incroyable one-liner qu'on vient de voir. Bref, cette scène-là résume l'ambiance du film, résume de comment on passe bien du gag à la romance, à quel point il y a des moments de tendresse, à quel point les personnages sont attachants, intéressants. Crocodile Dundee. Quel grand plaisir de revisiter ce film-là. Puis quelle bonne idée d'écouter Crocodile Dundee à la Saint-Valentin. Les deux premiers Crocodile Dundee sont en ce moment disponibles sur Netflix. Donc, les gens qui sont abonnés sur Netflix, ne boudez pas votre plaisir. C'est possible d'écouter ça dès ce soir et vous allez adorer chacune des minutes. Vous pouvez écouter Crocodile Dundee 2, c'est le fun, mais attendez-vous pas à un film d'une aussi grande qualité. C'est pas aussi bon. Moi, j'aime assez les personnages, le contexte et les gags pour apprécier Crocodile Dundee 2, mais je n'essaierai pas de vous dire que ça arrive à la cheville du premier opus. Moi, j'aime ça quand même, mais ce film-là, à mon avis, c'est une comédie romantique d'exception. Donc, je vous souhaite de vous amuser avec ça. Deuxième film dont on va parler ce soir, on reste dans les années 80, on remonte un peu, on s'en va en 1984, un film de Robert Zemeckis, le réalisateur qui va un an plus tard sortir un des plus grands classiques de l'histoire d'Hollywood, la Sainte Trilogie qui n'a jamais été... qui n'a plus jamais été retouché après. Hein? C'est le réalisateur de la trilogie Back to the Future, de laquelle on n'a eu aucune legacy sequel, aucun remake, aucun reboot, aucun spin-off. Hein? On a une histoire en 3 films, c'est tout. Et j'espère que c'est comme ça pour toujours. C'est l'intouchable trilogie. Mais bref, avant de faire l'intouchable trilogie, notre ami Robert Zemeckis s'est donné à cœur joie dans la réalisation d'un grand film de romance et d'aventure qui s'appelle Romancing the Stone, qui est à mon avis, qui est un excellent film. C'est un film qui a été réalisé par Robert Zemeckis, j'en ai déjà parlé, mais qui a été écrit par Diane Thomas et qui met en vedette un duo iconiques des années 80. On les a vus dans plusieurs films. War of the Roses, Jewel of the Nile, qui est la suite de ce film-là. Mais je peux parler de Michael Douglas et Kathleen Turner. Il y a aussi l'excellent Danny DeVito dans Romancing the Stone, Zach Norman, Manuel Ojeda, Alfonso Arro, Holland Taylor, Mary-Ellen Trainor, Joe Niesnau. Qu'est-ce que ça raconte, Romancing the Stone? Eh bien, ça raconte le parcours tumultueux de Joan Wilder, qui est jouée par Kathleen Turner, qui est une autrice de romans harlequins d'aventure. C'est une éternelle célibataire qui écrit des romans harlequins de romance et d'aventure, principalement des westerns, des espèces de harlequins westerns, dans lesquels elle met toujours en scène
un personnage très cliché de demoiselle en détresse qui se fait sauver par un incroyable homme courageux, un chevalier des temps modernes, un cow-boy qui, sur son destrier, vient la secourir des méchants et qui cherche désespérément dans la jungle urbaine de New York, elle aussi, à rencontrer cette espèce de chevalier des temps modernes qu'elle ne rencontre jamais. Et elle est d'ailleurs hyper cynique avec ça, avec ses amis auteurs et autrices qu'elle fréquente dans les milieux huppés de New York. C'est ce qu'on peut appeler une bobo de New York. Donc, c'est un personnage qui est bien nanti, c'est un personnage qui vit confortablement, qui a une situation enviable à New York. Contrairement au personnage, mais c'est une self-made woman, là, on peut le dire, une femme d'affaires, une autrice prolifique. Ses livres sont connus partout dans le monde. Et un jour, elle reçoit une lettre mystérieuse de sa sœur qui contient ce qui a toutes les allures d'une carte au trésor. Et elle reçoit en même temps un appel d'un groupe, d'un cartel, une espèce de cartel criminel colombien qui lui annonce qu'ils ont kidnappé sa sœur et qui lui demande de venir en Colombie pour payer une rançon et remettre la dite carte. Et elle se rend évidemment en Colombie pour porter secours à sa sœur. Très mal équipée en Colombie. Et là, elle est complètement désemparée une fois arrivée là-bas. Elle est en talons hauts, elle a une grosse valise, elle se fait donner des mauvaises indications, elle se retrouve dans une espèce d'autobus de fortune. Il y a le gros cliché des pays sud-américains en voie de développement au tournant des années 70 et 80. Donc, l'autobus dégarni avec des poules, avec des animaux qui tombent en panne avec aucune solution de quoi faire en cours de chemin. Elle va se rendre compte que la personne qui lui a donné la mauvaise information, c'est en fait une espèce de militaire corrompu qui qui lui aussi fait partie des gens qui essayent de mettre la main sur la carte au trésor qu'on va découvrir plus tard mène à une émeraude légendaire qui aurait été perdue par les conquistadors en plein milieu de la forêt amazonienne en Colombie. Et elle va tomber comme ça par hasard sur une espèce de mercenaire, un autre cliché des années 80, une espèce de Crocodile Dundee, personnage équivalent à Crocodile Dundee dans ce film-là qui s'appelle Jack Colton, qui est joué par Michael Douglas, qui est cette espèce de mercenaire, nomade, qui, on ne sait pas trop comment, vit en Colombie, qui vit de job-in en job-in et dont le rêve est de ramasser assez d'argent pour s'acheter un voilier et vivre sur un voilier et ne plus jamais travailler de sa vie. Parce que vous savez, une fois qu'on vit sur un voilier, on n'a pas besoin de manger, on n'a pas besoin d'acheter de denrées, de quoi que ce soit. On peut juste voguer sur l'océan. J'imagine on pêche pour se nourrir. Bref, c'est très cheesy comme contexte, mais c'est vraiment bien fait. Je tiens à dire que c'est vraiment bien fait puis c'est vraiment agréable et le fun à voir. Et bon, elle va lui demander de l'aide. Au début, c'est un peu comme... C'est plus un Han Solo que Crocodile Dundee. Donc, au début, il est désagréable. Il est au-dessus de ses affaires. Il veut pas vraiment l'aider. Il se rend compte qu'elle a de l'argent parce que c'est une autrice à succès. Fait qu'il demande un montant démesuré pour l'aider. Il va se rendre compte qu'elle est pourchassée à la fois par un cartel et par l'armée. Mais étant donné qu'elle a du guts puis que malgré le fait qu'elle est complètement à côté de ses pompes, elle a du courage, puis elle surmonte ses peurs, puis elle fait des choses impressionnantes malgré tous les problèmes qu'elle peut avoir dans la situation. Il va commencer à la trouver intéressante. Il va commencer à trouver... Et là, toute leur romance va se construire autour du fait que la vision préconçue qu'ils ont l'un de l'autre au départ est erronée.
Fait qu'au début, lui, il va penser que c'est une espèce de bourgeoise qui a pas d'affaires là, qui devrait juste rentrer chez elle puis qui se met en danger pour rien. Puis il va se rendre compte au contraire que c'est une femme qui est brillante, qui a de la drive, qui a du courage puis qui a hâte de surmonter des péripéties qui ont l'air après ma barre, vraiment au-dessus de ses capacités. Puis elle, au début, elle va penser que c'est une espèce de trou de cul complètement macho et puis elle va découvrir qu'en fait, derrière cette carapace se trouve le chevalier blanc cow-boy qu'elle a toujours cherché. Et là, ils vont tomber, évidemment, éperdument amoureux l'un d'autre. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est pas le montage habituel d'une comédie romantique. Oui, il y a beaucoup de gags, mais il n'y a pas cette espèce de secret ou de situation préalable qui normalement devrait les empêcher d'être ensemble, autre le fait qu'ils viennent de deux milieux qui sont complètement différents. Donc, il n'y aura pas ce moment où on va penser qu'ils vont se laisser ou qu'ils vont se séparer. Ça va être bien court à la fin, mais ça dure, puis au moment que l'intrigue est terminée, c'est vraiment une romance qui se construit autour de l'aventure qu'ils vivent ensemble puis qui se renforce du début jusqu'à la fin du film. Et ils vont donc résoudre l'énigme, découvrir le trésor, se débarrasser des méchants. Et à la fin, étant donné qu'avec le trésor puis l'argent qu'elle avait, elle va lui acheter son voilier. Puis on va comprendre qu'ils vont vécure heureux et être amoureux pour toujours. C'est vraiment une grande romance et c'est vraiment une grande aventure. Les forces de ce film-là sont évidemment la chimie entre les deux acteurs. Ils ont fait plusieurs films ensemble, là, comme je dis, dans les années 80, au début des années 90. C'est un duo qui se connaît, qui a joué souvent ensemble, puis ça fonctionne bien. C'est des personnages de bonne qualité. C'est des personnages ils sont pas ce qu'on pense qu'ils sont au début du film, puis on le découvre à travers le film. Eux autres aussi, évidemment, ils évoluent là-dedans. Puis c'est vraiment bien fait et intéressant. Les deux sont drôles, les deux ont leur moment. Les deux sont des fois dans l'humour physique, ils sont excellents dans l'humour physique, les deux personnages. Ils sont aussi extraordinaire dans les dialogues. Les deux, ils ont le moment de one-liner. Bref, c'est un film qui est vraiment très bien écrit. Du point de vue de la réalisation, ben là, c'est du Robert Zemeckis. Hein? C'est vraiment super bien fait, la cinéma. Surtout, en bon disciple de Steven Spielberg, en bon élève de Steven Spielberg, il y a d'excellentes scènes de poursuite dans ce film-là, les moments d'action, les scènes de poursuite, les moments où ils vont, qui sont très typiques du cinéma d'aventure, sont réalisés avec un rythme qui est duquel on ne peut pas, se décoller les yeux de l'écran. Il y a des hauts moments de tension, de stress, il y a des bonnes cascades, il y a des bons tropes de films d'aventure. L'image est belle, c'est bien tourné. Quand on est dans la jungle, on sent l'humidité, on sent la chaleur, on sent quand il pleut, on dirait qu'on est avec eux, qu'on vit le moment avec eux, on vit le désespoir avec les personnages, on vit l'espoir au moment où il y en a, on vit l'excitation, comme je dis, pendant les scènes d'action. Donc, c'est un film qui est vraiment très, très bien réalisé. Danny DeVito. Danny DeVito, dans ce film-là, est un sujet en lui-même. Tu sais, Danny DeVito, il a comme bâti sa carrière à être toujours un excellent personnage secondaire. C'est-à-dire cette espèce de comic relief, un peu comme le rôle que joue Joe Pesci dans les Lethal Weapon. Donc, il est en background. À chaque fois qu'il est là, c'est drôle. Il crève l'écran. Il y a un personnage de petit magouilleux, de petite crapule. Danny DeVito va souvent être dans les films qui va mettre en scène Michael Douglas, Kathleen Turner. D'ailleurs, c'est lui aussi qui est dans War of the Roses, qui est sorti aussi, je pense, tournant des années 80, début des années 90. Film que j'ai découvert l'année dernière, grâce à une de mes collaboratrices, Jessica Goldschlager, que je salue, que j'avais jamais vu. C'est vraiment super bon, ce film-là. Puis on est allé voir, pendant mon voyage l'été dernier, le remake de Roses, qui est aussi vraiment très bon. C'est une bonne reprise. Mais bref, Danny DeVito, là-dedans, ses moments sont... C'est ça. Il vit le classique Danny DeVito. Donc, c'est-à-dire, il est grincheux, il se plaint de ce qui se passe, il est malchanceux. C'est à lui qu'on donne les jobs. Ça, lui, il joue l'espèce de...
de contacts américains des cartels qui essayent de reprendre la map, mais lui, il croit pas à la stratégie des cartels du kidnapping. Fait qu'il préfère essayer de hustle le duo, hein, parce que c'est un hustler, c'est un petit magouilleur, c'est un petit crosseur. Puis il va amener notre couple, notre sujet d'intérêt central dans le film, dans un paquet de moments qui sont très bonnes. Il est du côté des méchants, mais c'est pas un total méchant. Bref, c'est un classique personnage de Danny DeVito qui donne une couleur puis une ambiance au film qui est vraiment super. Trame sonore, sans être aussi marquante, réussie. Bref, c'est vraiment un bon petit film d'aventure. C'est vraiment... l'affiche du film est vraiment bonne. Je veux dire, ça a vraiment comme le look d'un espèce de devant de film, de roman harlequin d'aventure et de romance. C'est vraiment ça que ça l'essaye de faire comme pastiche, tout en déconstruisant les codes du genre. Donc, c'est à la fois un hommage puis une parodie de ces histoires-là. C'est vraiment très réussi à mon avis. Puis évidemment, c'est une autre de mes recommandations. Ce film-là est disponible sur Disney+, y compris aussi la suite Jewel of the Nile, dont je vais parler en fin de chronique. Mais vraiment, Romancing the Stone, je pense que c'est un incontournable des films de romance et d'aventure. On va passer maintenant à notre moment exclusif. On va aller voir notre petite scène. Donc ça, c'est son arrivée, là, quand tout va mal pour elle. Il pleut. Vous allez voir, là, quand je dis on se sent avec elle, on vit son désespoir. Puis c'est le moment de sa rencontre, de la rencontre entre nos deux personnages. C'est un moment je parlais d'humour physique. Vous allez voir, ça campe vraiment bien les personnages, où est-ce qu'on est au début, puis ça finit avec un excellent one-liner. Pour moi, cette séquence-là, c'est du bonbon. Je pense que c'est un des moments forts du film. C'est à ce moment-là qu'on est attaché à l'histoire, puis qu'on dit, OK, ces personnages-là, je veux voir qu'est-ce qui va leur arriver. Donc, on va voir la scène que j'appelle « Bienvenue en Colombie ». Donc voilà, quand c'est ça le début de ton périple et de ton voyage, les choses vont pas super bien. Donc rapidement, pour vous dire, ce film-là a une suite qui s'appelle Jewel of the Nile, qui n'est pas réalisé par Robert Zemeckis. C'est un peu la même chose que Crocodile Dundee 2, c'est-à-dire... c'est pas, je trouve, j'ai un plaisir à écouter ça. Vous savez, moi, j'aime les films. Je suis généreux avec le cinéma. J'aime aimer les films. Puis j'assume que j'aime aimer les films. Je pense pas que ça diminue mon propos. Je pense que je suis vraiment un movies enthusiast. Donc, tu sais, pour que je dise qu'un film est mauvais, inintéressant, ça en prend beaucoup. Puis souvent, je suis déçu quand c'est ça ma conclusion. J'essaye de voir le positif. J'essaye de trouver des trucs intéressants. Jewel of the Nile, c'est vraiment pas aussi bon que Romancing the Stone. Il faut aimer les personnages, il faut aimer la proposition, puis il faut vouloir en voir plus. Un peu comme The Return of the Mummy n'est pas aussi bon que The Mummy. C'est le plaisir de revoir ces personnages-là, puis c'est le plaisir de les revoir dans un contexte similaire. C'est le plaisir de les revoir vivre une aventure. C'est le comique de voir que même s'ils ont beaucoup évolué dans le premier film, ils n'ont pas si changé que ça, puis que ça peut encore créer des conflits, puis ça peut encore faire des gags. Mais c'est certain que c'est pas aussi charmant, c'est pas aussi attachant, puis c'est pas aussi réussi que Romancing the Stone. Mais ça vaut la peine si vous êtes curieuse d'écouter la suite Jewel of the Nile, à mon avis. Si pour vous n'avez pas envie de voir un film de moindre qualité parce que vous préférez voir juste un film, de l'apprécier puis vivre avec ça, puis ça n'aurait pas eu besoin d'une suite, Romancing the Stone, à mon avis, pour un film d'aventure et de romance, c'est incontournable et vous devriez voir ce film-là. Donc, c'est ma deuxième recommandation de Saint-Valentin. Au retour de la pause, on va parler d'un film. Là, je vais peut-être en parler un petit peu plus là, de ce film-là parce que pour moi, c'est un film qui est vraiment sous-évalué. Je pense que c'est un film qui est d'une extrême qualité. Puis c'est un film dont les critiques
Puis l'appréciation du public est vraiment pas bonne au moment de sa sortie. Puis depuis ce temps-là, je pense que c'est juste sombré dans l'oubli. Donc, c'est pas devenu un film culte avec le temps. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai adoré ce film-là puis que j'ai encore aimé ça cette semaine quand je l'ai réécouté. Mais avant ça, on va aller voir qu'est-ce qui nous attend dans notre show de la musique du Yob spécial Saint-Valentin de demain. First Valentine's dance in 20 years has to be something special. Look, Landers, you gotta get a lot of exercise if you're gonna grapple with Gretchen. Oh, yeah? Well, I got a Valentine for her that she's never gonna forget. Right to the heart, huh? In this town on Valentine's Day, everybody loses their heart. Roses are red, violets are blue. One is dead, and so are you. In the town of Valentine Bluffs, there are many ways to die. Take your pick. My Bloody Valentine. Ouais, manquez pas ça. Demain, je suis dans le spécial métal, l'émission de métal du Québec sur Twitch, Bottine Hurlante. Je pense que le concept général de la soirée de demain est vraiment super le fun et accessible. J'ai entendu Martin dire dans l'after show, si jamais vous n'aviez pas encore écouté Bottine Hurlante parce que vous disiez « Ah, moi, le métal, c'est pas ma tasse de thé », je pense que l'épisode de demain, c'est votre chance d'écouter un épisode parce qu'on va être dans les power ballades, on va être dans les... Tu sais, c'est vraiment autour du thème de la Saint-Valentin. Fait que je pense que vous allez peut-être plus y trouver votre compte. Mais surtout, ratez pas My Bloody Valentine. C'est un film canadien, hein, d'ailleurs, My Bloody Valentine. C'est ça qui est intéressant. C'est un film canadien. C'est un très bon film de slasher. Fin des années 70, début des années 80. Je me souviens pas exactement de la sortie du film. C'est vraiment super le fun. Il y a une bonne twist, bon punch. Il y a Karl Marotte qui joue dans ce film-là. Donc, le Pierre Lambert, le chat, joue un petit rôle dans ce film-là. Donc, manquez pas ça demain soir. Je pense que ça va être une grande soirée à Bottine Hurlante. Et je salue Pieuvre qui est dans l'auditoire. Manquez pas ça. 1981. Merci Pieuvre. Hein? J'étais pas trop loin. Fin des années 70, début des années 80. Je connais ça pareil, les films de slasher. Mais merci de la précision. Grosse soirée à Bottine Hurlante demain en perspective. Le dernier film de la soirée, c'est un de mes hot takes de l'année, mais j'ai décidé de vous parler de mon amour pour le film Legend of Tarzan. Un film de 2016, réalisé par David Yates, écrit par Adam Kozad et mettant en vedette Alexander Skarsgård, Rory J. Saper, Samuel L. Jackson, Christopher Waltz et Margot Robbie. Également aussi Ikili Anthony Achiampong. J'espère que je n'ai pas scrappé son nom. Qu'est-ce que c'est The Legend of Tarzan? Premièrement, j'adore quand les films font ce que fait Legend of Tarzan. Donc, vous savez, Tarzan, là, c'est une des œuvres littéraires qui a été les plus reprises dans l'histoire du cinéma. OK? Comme Les Trois Mousquetaires, comme Moby Dick, comme... Il y a de ces œuvres littéraires qu'on n'arrête pas de refaire au cinéma. On ne peut pas parler de franchise parce qu'étant donné que c'est des œuvres qui sont maintenant libres de droit, c'est pas un studio en particulier. Tous les studios ont fait des films de Tarzan à peu près. Il y a eu des serials de Tarzan, il y a eu des téléséries de Tarzan. Tarzan, là, il y a eu un film de Disney de Tarzan. On a vu l'histoire de Tarzan un paquet de fois. OK? Donc, ceci n'est pas l'énième allitération de l'histoire de Tarzan. On part de ce qu'on connaît de Tarzan, du personnage de Tarzan. Le film
assume que tout le monde connaît l'histoire de Tarzan. Sinon, avec des flashbacks puis certains éléments de dialogue, on nous place dans le film l'histoire classique de Tarzan, de cet enfant d'aristocrate anglais qui est perdu dans la jungle africaine, qui est élevé par les gorilles et les chimpanzés, qui devient une espèce d'homme animal qui reprend contact avec les différentes tribus africaines. Ça finit par le mettre en contact avec des Britanniques qui sont revenus pour éduquer les peuplades à l'occidental. Ça le met en contact avec Jane. Et là, il y a une incroyable histoire d'amour entre cette espèce d'homme animal-là et cette descendante d'aristocrate. Ça, c'est l'histoire classique de Tarzan. Le contexte dans lequel on retrouve nos personnages dans The Legend of Tarzan, c'est qu'on retrouve le personnage de Tarzan ou John Clayton, qui s'appelle maintenant, des années après qu'il soit retourné en Angleterre, qui est effectivement marié Jane et qui vivent une vie de notable à Londres. Et on est dans le contexte de la prise de contrôle du Congo par le roi belge Léopold à l'époque, la prise de contrôle colonialiste et cette situation-là est adressée dans le film. C'est un des éléments intéressants de ce film-là, à mon avis. Puis, dans le fond, il y a un personnage de Léon Rom qui est joué par Christopher Waltz, qui est le méchant dans ce film-là. Son objectif, c'est de piéger Tarzan pour le ramener au Congo, pour le livrer à une des tribus qui peuplent le territoire congolais, dont le chef veut la mort de Tarzan. Parce que le fils de ce chef-là a tué Cheetah, la mère chimpanzé de Tarzan. Tarzan, il y a toujours eu Cheetah dans le lot, donc il l'a tué. Puis Tarzan, pour venger celle qu'il considère comme étant sa mère, cette chimpanzé-là, il a tué ce dit fils-là, ce qui fait en sorte que ce chef-là a voué une espèce de vœu de vengeance éternelle à Tarzan, mais il vit au Congo, Tarzan vit à Londres. Donc, ce que Christopher Waltz va mettre en place pour... la raison pour laquelle il veut le piéger, c'est parce qu'il veut faire un deal, parce que ce peuple-là vit sur un territoire dans lequel il a été découvert des quantités importantes de diamants. Puis là, bien évidemment, il veut faire une mine, exploiter le diamant, vider le Congo de son diamant, puis s'enrichir pour son bien personnel. Enjeu classique de la situation en Afrique. Qu'est-ce que les puissances coloniales... Comment les puissances coloniales exploitaient les ressources de l'Afrique, notamment au tournant du 19e siècle. Et il va donc convaincre Tarzan, avec l'aide du personnage de Samuel L. Jackson, qui lui est bien intentionné, de retourner au Congo, étant donné sa connaissance non seulement des peuples là-bas, mais aussi du fonctionnement de la jungle et de la savane africaine, parce qu'il est à la fois l'homme civilisé et l'homme animal, cette espèce d'Adonis parfait, d'ailleurs, dans ce film-là. Dans ce film-là. Donc, le personnage de Samuel L. Jackson, qui joue un héros de la guerre civile américaine, ami personnel du président, s'en vont en mission humanitaire pour prouver à l'ensemble du monde les sévices que le régime belge fait subir aux Congolais. Hein? Puis donc, c'est Samuel L. Jackson est posé en espèce d'héros de la guerre civile anti-esclavagiste qui s'en va poursuivre l'œuvre de fin de l'esclavage dans le monde en essayant d'exposer les comportements inacceptables du régime belge. Grosso modo, c'est ça qui va convaincre Tarzan de retourner au Congo. Puis là, une fois au Congo, Christopher Waltz va kidnapper
Jane, qui est jouée par Margot Robbie, qui est, encore une fois, hein, c'est l'archétype de la demoiselle en détresse qui est déconstruit. Donc, Jane, c'est avec là, je me souviens plus du nom du personnage, mais avec le personnage, la femme dans King Kong, là, c'est les deux archétypes premiers de la femme, la demoiselle en détresse qui se fait sauver par le monsieur blanc avec les gros muscles qui est tellement viril. Mais cette version-là de Jane, c'est pas à ça qu'on assiste. Hein. Encore une fois, elle est hyper débrouillarde. Elle a aucun problème à vivre dans la savane. Elle est un peu comme la Jane qu'on découvre dans la version de Disney là, de Tarzan, si vous voulez. Donc, c'est une femme c'est celle dans les 3 personnages féminins. C'est un film de 2016, là, fait que c'est plus proche de nous, mais c'est celle qui a le plus d'agentivité. C'est celle qui a le plus de skills automatiquement. C'est celle qu'on comprend dès le début qu'en fait, Jane, c'est pas une demoiselle en détresse. C'est une femme forte, intelligente, qui se laisse pas rien imposer. Quand Tarzan dit ben non, viens pas avec nous, reviens pas avec moi en Afrique, c'est trop dangereux. Elle dit de quoi tu parles? C'est sûr que je vais venir. C'est moi qui t'ai sorti de là, c'est moi qui t'ai trouvé dans la forêt. Arrête de faire le maudit fatigant. Elle a vraiment, puis c'est super bien joué par Margot Robbie. Puis évidemment, tout le long de sa captivité, parce que elle est kidnappée à peu près le long du film, elle va jouer les saboteuses, elle va constamment donner du trouble à ses captifs parce qu'elle connaît les tribus, elle connaît les fonctionnements, donc elle va constamment, à travers tout le film, leur donner du trouble puis participer, si vous voulez, à l'histoire de cette façon-là. Puis là, une fois que ce moment-là arrive, ce que Tarzan est obligé de faire, c'est reconnecter avec à la fois ses alliés des peuples congolais, mais surtout toute sa famille d'animaux. Hein. Donc, il va aller revoir ses amis les lions, il va aller voir ses amis les chimpanzés, ses amis les gorilles, puis il va tout remonter une espèce de mini-armée pour affronter les Belges qui sont en fait de connivence avec le personnage de Léon Rum qui est joué par Christopher Waltz, qui lui est l'espèce de super méchant qui fait tout jouer ça, qui tire toutes les ficelles à travers ça. Et ça va finir sur un affrontement épique dans lequel, évidemment, il y a les différentes tribus vont faire la paix, s'émanciper, commencer commencer à se révolter contre le pouvoir belge, prendre du pouvoir sur leur vie, sauver Jane, venger les groupes ils vivent en groupe là, les primates dans les jungles. Donc c'est tout ça. C'est un film qui est hyper épique. C'est un film que les scènes d'action sont incroyables. Puis c'est un film aussi qui adresse les problèmes du personnage de Tarzan. Tu sais, le personnage de Tarzan, puis c'est un personnage, c'est un film qui a été écrit il y a plus de 100 ans, un roman qui a été écrit il y a plus de 100 ans, là, Tarzan of the Apes, que ça s'appelait en anglais, le Tarzan chez les singes en français. C'est ce qu'on appelle du whitewashing. C'est-à-dire, on met un personnage blanc comme personnage principal dans un contexte où ça aurait de toute évidence dû être un personnage afro-descendant. Puis les personnages afro-descendants sont un peu le décor autour là, qui rend ça exotique. Là. On est là-dedans dans le personnage de Tarzan. Mais ce film-là, il vient un peu défaire ça. Hein, il vient nous montrer l'agentivité des différentes tribus qui peuplent ce territoire-là à cette époque-là. Il vient montrer le traitement qui leur était réservé par le régime belge. C'est un film qui vient attaquer le régime belge, qui fait passer ça comme une espèce de proto-fascisme, en fait, de similaire à ce que les grands régimes fascistes vont faire subir notamment au peuple juif pendant la première période du 20e siècle. Il y a évidemment un lien qui est fait avec la situation qu'il y avait aux États-Unis, le traitement puis le racisme réservé aux afro-descendants en général. On est en 2016, hein, les thèmes woke apparaissent à ce moment-là dans Hollywood, puis on voit ça à travers le film. L'ensemble des personnages sont joués par des afro-descendants, souvent par des acteurs qui sont
africains, donc qui proviennent peut-être pas tous du Congo, je n'irai pas jusqu'à affirmer ça, mais qui ne sont pas non plus des Afro-Américains, hein, notamment ceux qui jouent les membres des différentes tribus. C'est un film qui prend le temps de nous montrer la culture, de nous faire entendre la musique, de nous expliquer le contexte, comment ça fonctionnait. Donc, c'est un film qui s'attarde à ces réalités-là, puis qui remet Tarzan dans un meilleur contexte que celui dont il est normalement, que celui dans lequel il est normalement posé. Les scènes d'action sont incroyables. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, là. Il y a comme eu un moment entre 2014 puis 2019, on dirait qu'il y avait une bonne utilisation du CGI. C'est comme... Aujourd'hui, on dirait qu'on a recommencé à s'en rendre compte tellement ça va over the top. Avant ça, ça avait un drôle de look, mais il y a comme eu une espèce de 5-6 ans où la technologie nous permettait d'avoir du visuel vraiment impressionnant, mais pas encore aller aussi loin qu'aujourd'hui. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on tournait les films, les scènes sur place, puis on y ajoutait des trucs créés à l'ordinateur, ce qui faisait en sorte qu'il y avait toujours quelque chose de vrai à l'image. Donc, l'ensemble de ce qu'on voit n'est pas uniquement du green screen, puis ça paraît dans le film. Fait que ça rend la cinématographie magnifique. L'histoire est vraiment enlevante. Pour moi, c'est vraiment une bonne histoire. C'est vraiment un point intéressant dans lequel placer ces personnages-là. Les costumes sont juste magnifiques. Ça aurait pu être nominé pour un Oscar, à mon avis, des meilleurs costumes. La trame sonore est hyper collée sur le film. Les grands clichés sont là, puis sont bien mis en scène. C'est-à-dire le moment où Tarzan embarque sur une liane puis fait son cri classique de Tarzan, il y a une espèce de « Ah, c'est hot! Oui, c'est bien fait! » C'est mis en scène de manière hyper efficace, à mon avis. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas aimé ce film-là. À mon avis, c'est... Peut-être, c'est un des meilleurs films de Tarzan qui a été fait. Celui de Disney là, est vraiment très bon aussi. Là, l'histoire classique de Tarzan là, qui est reprise, je pense que c'est un classique en dessin animé, mais en live action, c'est peut-être le meilleur film de Tarzan, en tout cas que moi j'ai vu dans ma vie. C'est le film de Tarzan que j'ai le plus envie de réécouter, puis qu'à chaque fois que je finis le film, je comprends pas qu'est-ce que les gens ont aimé. Je trouve que le personnage de Tarzan est bon. Je trouve que le personnage de Jane est incroyable. Les scènes de Jane sont toutes bonnes. Elle se sert de son avantage. Elle n'a pas la même relation que Tarzan avec tout cet univers-là, mais elle connaît, puis elle respecte, puis elle aime assez ça pour se servir de ça, puis tendre des pièges à ses captifs. Puis c'est notamment les pièges qu'elle tend qui vont leur faire perdre assez de temps. C'est ça qui va te redonner l'avantage à Tarzan. Samuel L. Jackson est juste, comme d'habitude, de badass motherfucker of all time dans ce film-là. il y a la même... Je veux dire, c'est Samuel L. Jackson qui joue le personnage classique de Samuel L. Jackson dans ce contexte-là. Mais je veux dire, il est bon. Quand il rit, on rit. Ses one-liners sont tous extraordinaires. C'est le comic relief, mais d'action, genre incontournable. Il est super bon là-dedans. Moi, j'aime ce film-là globalement. Puis c'est pas un plaisir coupable. Moi, je me souviens, j'étais allé voir ça au cinéma. J'ai trouvé ça bon au cinéma. Toutes les fois que les gens me disent « Ouais, il paraît que c'était pas bon le dernier Tarzan », je leur dis « Non, on va l'écouter. En fait, c'est bon. » Mais c'est ça. Ça a été un flop. Ça n'a pas été une réussite commerciale. Ben, en fait, ça a été profitable, mais ça n'a pas... Ils n'en ont jamais refait. Là. Je pense qu'ils voulaient... C'était une tentative de peut-être relancer une nouvelle franchise de Tarzan dans laquelle on aurait revu ce Tarzan-là, puis cette Jane-là, ça n'a pas eu assez de succès pour avoir de suite. Mais moi, je pense que c'est un excellent film. Puis vous savez quoi? C'est bien correct que ça soit juste un one-shot deal. Ça donne une espèce de, je trouve, de mythique puis de côté unique à ce film-là, parce que c'est comme une sequel d'un film qui n'existe pas. Au sens où on n'a pas le film, c'est une suite d'une histoire qu'on connaît.
Mais il n'y a pas de film dans cette franchise-là, de ce Tarzan-là qui précède ça. Fait qu'il faut qu'on accepte l'histoire générale de Tarzan. Puis c'est ça, en fait, l'histoire qu'on nous raconte. On nous raconte un Tarzan qui revient en Afrique, puis qui doit reconnecter avec la nature, qui doit reconnecter avec ses racines pour faire face à une nouvelle menace. Il y a une vraie critique qui est faite du traitement qui a été réservé au peuple africain par les puissances coloniales. Le Congo a probablement été, peut-être été la pire des puissances coloniales à agir en Afrique. Pas que les autres ont fait mieux, là, c'est juste que les autres sont vraiment allés très loin. Là. Le Congo belge, c'était une horreur. Là, si vous voulez aller lire là-dessus, c'était vraiment terrible. Puis ce film-là adresse ça, va loin dans cette critique-là. Il y a toute une partie, comme je dis, dans laquelle il y a comme quelque chose de satisfaisant à propos de ça à travers le film. Visuellement, c'est extraordinaire. De manière globale, là, je vous recommande tellement d'écouter Legend of Tarzan. Moment exclusif. Donc, quelle scène j'ai choisi? Je voulais vous faire comprendre le visuel du film puis le niveau d'épique que ce film-là implique. Puis aussi, je voulais vous faire voir des bonnes séquences de Samuel L. Jackson. J'aurais pu choisir des séquences avec Margot Robbie. Je rappelle que son personnage est incontournable, mais bon, j'ai choisi quand Tarzan retourne voir l'espèce de famille de gorilles et de chimpanzés dans laquelle il a grandi. Puis, comment il est accueilli, puis à quel point c'est épique. Puis, bref, profitez-en. C'est vraiment une bonne séquence de cinéma, à mon avis. Petite blague à la fin. Hein? Donc, vous avez vu, c'est hyper épique, mais en même temps, ça respecte les limites du suspension of disbelief. T'sais, si Tarzan avait sacré à voler au gros gorille, on aurait fait comme, franchement, ça se peut pas. Fait que c'est à la fois hyper impressionnant, ce qu'il réussit à faire, mais ça reste dans les limites du vraisemblable, du contexte dans lequel on nous met. Il y a plein d'autres moments hyper épiques dans ce film-là. C'est super bien filmé, les grands plans, c'est magnifique. On a envie d'aller voir ces lieux-là d'Afrique. Honnêtement, The Legend of Tarzan, c'est un des films les plus sous-évalués, à mon avis, dont j'ai parlé à l'émission. C'est très peu connu. J'ai vu dans le chat, jamais entendu parler de ça. Jamais vu ça. Je n'étais même pas au courant. C'est un film qui date de 2016. C'est disponible sur Prime, à mon avis, à ma connaissance en ce moment. Moi, je lis ici en Blu-ray parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce film-là. Mais, puis, en tout cas, il y a tout. J'en ai presque pas parlé, là, parce que c'est supposé être une soirée de film de romance, là, mais toute la partie, justement, sur la relation. On n'est pas dans le développement d'une romance, on est dans la force de l'amour entre Tarzan et Jane là-dedans. Ces deux personnages-là s'aiment et ça transpire dans ce film-là. C'est hyper bien communiqué. C'est présent du début jusqu'à la fin. Quand ils se retrouvent, il y a un moment, c'est tellement bien filmé puis c'est tellement poignant quand ils se retrouvent, ces deux personnages-là. Pour moi, c'est une grande réussite, Legend of Tarzan. Et je vous recommande d'écouter ça. Peut-être que c'est celui qui a le plus de chances que cette personne n'ait jamais vu. Quoi que Robinson de Stone, ça commence à être un peu niché aussi. Mais bref, écoutez les trois. Hein? Faites-vous une soirée cinéma en amoureux. Écoutez ces trois films-là. Vous allez passer un grand moment, à mon avis. Mais Legend of Tarzan, grosse recommandation. J'ai adoré ça et j'adore encore ça. Voilà, c'était mes propositions pour la Saint-Valentin, mes films de romance et d'aventure que j'avais envie de vous proposer, dont j'avais envie de vous parler. Je vous remercie pour les commentaires. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas, 28 février prochain, c'est la deuxième édition de Ciné Rédemption. Ça va faire. On va présenter The Good, The Bad and The Ugly. On va regarder le film au complet ensemble. Attachez-vous, c'est
3 heures de film qui ont l'air de passer en 45 minutes, mais il y a vraiment 3 heures qui se passent du début jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer tout l'amour que j'ai pour ce film-là et pourquoi. Sinon, on se revoit vendredi prochain pour un autre épisode de Ciné Rédemption. J'ai des invités qui vont venir être avec nous dans les prochaines semaines. Il y a UVH il faut juste qu'on s'entende sur la date, mais qui a confirmé qu'il reviendrait. Je vais revoir aussi Jessica Goldschlager qui va venir pour le 6 mars pour mon épisode du 8 mars. Et ça, on a choisi tellement des bons films. J'ai hâte de faire cette édition-là. Donc, manquez pas ça. Hein? On est de retour et puis on y va en force. On continue. Ciné Rédemption, ça continue. Merci encore une fois à Tout ce qui TV de me donner la chance à chaque semaine de vous parler de ma passion. N'oubliez pas, si vous pouvez aller partager les publications, parler du podcast, aller nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment une façon de nous aider à faire connaître l'émission puis à la faire rayonner. Merci d'avoir été là. Merci de votre générosité. Je vous laisse au bon soin de Martin pour une émission spéciale du Tout Ski Show cette semaine, donc qui est en remplacement de Maillet TV, spécial lui aussi Saint-Valentin. Bonne soirée, on se voit vendredi prochain. Merci beaucoup. I'll keep climbing till I make it my